Malheureusement, l'Iran n'est pas une priorité aujourd'hui pour l'Amérique. L'Amérique, en matière de politique étrangère et de défense, l'Amérique a maintenant un autre grand souci qui s'appelle la Chine. Et vous voyez les tensions qui montent entre les États-Unis et la Chine, pas seulement du temps de Donald Trump, mais aussi du temps de Biden. Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin et de nous aider à mieux comprendre un peu les positionnements à la veille d'une reprise éventuelle des pourparlers de Vienne entre l'Iran et les puissances étrangères. Alors la première question que l'on doit vous poser, c'est est-ce que vous avez le sentiment que les Israéliens durcissent le ton de manière graduelle en direction des Américains et qu'ils arrivent à essayer d'ébranler, on va dire, la conviction des Américains qu'il faut aller envers et contre tout vers un accord diplomatique, un accord renouvelé de l'accord de Vienne? Absolument, parce que le temps est propice maintenant. Cela fait des mois et des mois que nous essayons d'expliquer à nos amis américains que l'Iran n'est pas sérieux, que l'Iran ne veut pas négocier, que l'Iran actuellement se cache derrière ces négociations pour continuer d'enrichir à toute vitesse de l'uranium à 60 degrés. Et les Américains étaient sceptiques et pensaient qu'à Vienne, on pourrait faire des progrès. Mais voilà, les Iraniens sont venus à Vienne et au lieu de faire des progrès, ils ont été en arrière. Ils ont fait des pas en arrière. Ils ont même renégué les accords qu'ils avaient conclus avec les Européens en juin sous le gouvernement iranien précédent. Et donc, on se trouve dans une situation encore plus difficile, alors que les Iraniens voient exactement le désarroi américain et profitent du fait qu'il y a des négociations pour continuer leur programme d'enrichissement. Donc, les Américains, peut-être, je dis bien peut-être, commencent à se rendre compte que leur rêve, parce que c'était un rêve, c'était un espoir de l'administration Biden, qu'ils n'ont d'ailleurs pas caché pendant la campagne électorale, et dès qu'ils sont entrés à la Maison-Blanche, ils ont dit que c'était une priorité. Le renouvellement de l'accord avec l'Iran était une priorité pour l'administration Biden. Eh bien, peut-être, j'espère qu'après ce premier tour de négociation, ils se rendent compte que les Iraniens ne sont pas venus pour négocier, mais sont venus pour gagner du temps, pour continuer d'enrichir et qu'ils roulent le monde entier dans la farine en continuant leurs efforts pour arriver à produire une arme nucléaire. Je voudrais que vous nous expliquiez, Avi, qu'est-ce qui empêche les Américains d'aller dans le sens dans lequel va Israël? C'est-à-dire, qu'est-ce qui dans l'idéologie des démocrates, dans le cas précis, les empêche d'aller dans ce sens, c'est-à-dire de reconnaître que d'une certaine manière l'Iran est en train de les duper? Parce que ça semble tout à fait évident, c'est-à-dire n'importe quel Israélien moyen peut le comprendre, beaucoup de gens à travers le monde peuvent le comprendre. Pourquoi les Américains semblent si réticents à une telle idée? Bon, il y a là une question idéologique, évidemment, que les démocrates veulent défaire tout ce qu'avait fait Trump. Trump, il y a 4 ans, a quitté les accords. Les démocrates disaient en ce temps-là, c'est une erreur, il faut continuer les accords. Mais il ne faut pas oublier que c'est le président Obama en 2015 qui a signé ces accords. Donc il y a cet élément. Et puis, c'est comme vous dites si justement, Daniel, ça c'est l'élément idéologique démocratique. Et puis il y a un autre élément, plus sérieux celui-là, c'est que malheureusement, l'Iran n'est pas une priorité aujourd'hui pour l'Amérique. L'Amérique, en matière de politique étrangère et de défense, l'Amérique a maintenant un autre grand souci qui s'appelle la Chine. Et vous voyez les tensions qui montent
entre les États-Unis et la Chine, pas seulement du temps de Donald Trump, mais aussi du temps de Biden, qui lui a une approche beaucoup plus pacifiste. Mais ils ne peuvent pas éviter de voir la montée en puissance dans la Chine, dans le monde entier, en Asie en particulier, mais dans le monde entier. Et c'est là leur préoccupation principale. Ajoutez à cela, Daniel, la tension entre la Russie et l'Ukraine, c'est-à-dire les menaces russes sur l'Ukraine qui est un allié de l'Occident. Donc, vous voyez que les soucis principaux des États-Unis ne sont pas l'Iran. Et c'est notre devoir maintenant, justement maintenant, après que les 4 ou 5 premiers jours des négociations se sont terminés en rien, en échec, on peut dire, ou bien même en un pas en arrière, c'est maintenant à nous d'essayer de convaincre les Américains qu'il s'agit là d'un grave danger, pas seulement pour Israël, pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le monde tout entier, que l'Iran gagne accès au nucléaire militaire. Alors. Et c'est pour cela que le chef du Mossad se rend aujourd'hui à Washington, que le ministre de la Défense Gantz le rejoint jeudi dans un effort concerté pour essayer de convaincre les Américains de changer de ligne. Alors, est-ce que on parle aujourd'hui du côté israélien d'une opération militaire? Alors, j'ai plusieurs questions à ce sujet. Est-ce qu'il est possible que l'État d'Israël se lance dans une opération militaire unilatérale, sans concertation avec les Américains? Est-ce qu'il est possible qu'il se lance avec concertation avec les Américains, mais sans le soutien, on va dire, sans le parapluie américain? Quel cas de figure, à votre avis, on peut envisager du côté israélien? Daniel, il faut être réaliste. Je ne vois pas Israël lancer une opération militaire, au moins sans l'aval des Américains. Je ne dis pas le soutien, mais sans mettre les Américains d'accord sur le principe d'une opération militaire israélienne contre l'Iran. Je ne vois pas Israël s'engager dans une aventure pareille tout seul. Maintenant, encore une fois, tout dépend ici dans cette question, premièrement, de la volonté israélienne de s'engager sur ce chemin qui n'est pas facile. Ce n'est pas comme nous avons fait en Irak ou en Syrie, où nous avons attaqué une centrale nucléaire et nous l'avons détruite. Là, ce sont des centrales et des installations cachées sous 300 mètres sous terre ou dans des montagnes extrêmement difficiles à atteindre, extrêmement difficiles à détruire, et qui évidemment produiraient un conflit généralisé avec l'Iran. Il ne faut pas se faire de doute sur cette question. Donc, est-ce que Israël, premièrement, peut militairement détruire tout seul ces installations? Deuxièmement, est-ce que nous voulons vraiment entrer dans une guerre ouverte entre nous et l'Iran, sans avoir au moins le soutien diplomatique des États-Unis? Je ne parle pas même pas, Daniel, du soutien militaire des États-Unis, car je ne vois pas l'administration Biden regardez l'Afghanistan. Je ne vois pas l'administration Biden s'engager dans une opération militaire au Moyen-Orient. Donc ça, à mon avis, c'est exclu. La question est de savoir, pouvons-nous compter sur un appui diplomatique? Et alors, est-ce que nous prenons le risque d'engager une opération militaire qui est extrêmement compliquée, extrêmement difficile, et que nous ne sommes pas sûrs de réussir à 100%. Une dernière question à vie. Il y a à partir d'aujourd'hui une délégation des Émirats Arabes Unis qui doit se rendre aujourd'hui à Téhéran. Et on parle d'un rapprochement entre les Émirats et l'Iran, alors que jusqu'à présent, eh bien, on pensait que les Émirats étaient totalement engagés sur la voie de la normalisation avec Israël, des accords d'Abraham. Comment expliquer ce rapprochement ? Je ne crois pas que les accords d'Abraham vont être remis en question. Je crois que les Émirats
ont décidé d'ouvrir leurs relations avec Israël, sachant très bien qu'il y aurait de l'opposition. Là n'est pas le problème. Je crois que ce rapprochement est plutôt dû au fait que dans les Émirats aussi, on note l'attitude hésitante de l'administration Biden envers l'Iran et on note un changement de politique. D'ailleurs, Daniel, comme l'ont noté les Saoudiens, qui eux aussi, il y a quelques mois, ont entamé des négociations avec l'Iran pour une amélioration des relations après que l'un des premiers faits diplomatiques de l'administration Biden, c'était de condamner l'Arabie saoudite sur sa conduite dans la guerre contre les Houthites, soutenue, comme vous le savez, par l'Iran au Yémen. Donc oui, ces pays-là perçoivent une certaine faiblesse américaine ou perçoivent peut-être un certain changement d'attitude et veulent s'acheter une assurance du côté iranien, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont devenus pro-iraniens ou qu'ils ne craignent pas la politique expansionniste de l'Iran qui est toujours là et qui met toujours en danger ces régimes. Non, mais ils veulent tempérer maintenant, le froid et la tension qu'ils avaient avec l'Iran sans avoir évidemment beaucoup d'impression que ça va les aider, mais c'est encore une ouverture qu'ils veulent faire, car ils voient que les Américains ne sont plus à 100% avec eux comme ils l'étaient auparavant, et qu'ils veulent aussi s'assurer que l'Iran ne les attaque pas subitement, comme ils l'ont fait, je vous le rappelle, avec l'Arabie saoudite. L'Iran a attaqué l'Arabie saoudite il y a quelques mois, et ensuite l'Arabie saoudite, ayant vu le manque de soutien américain, a entamé un mouvement de rapprochement avec l'Iran. Mais il faut bien dire que ni en Arabie saoudite, ni dans les Émirats, on ne se fait d'illusions sur les vraies intentions iraniennes. Donc, ils les tiendront à distance et maintiendront le lien certainement avec les États-Unis, mais avec Israël aussi. Merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir accepté de nous éclairer sur ce dossier iranien dont on parle et on va certainement parler encore beaucoup pendant les prochaines semaines et les prochains mois. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et bonne fin de fête de Hanouka.